Mort brutal ce mardi 24 juillet 2012 du président ghanéen John Atamis. Londres 2012, tout semble fin prêt pour le grand rendez-vous sportif de l'année. Voilà pour les grands titres. Bonsoir et merci de suivre Afrique Média. Après plus de 3 ans à la tête de la présidence de la République du Ghana, il s'en est allé hier mardi dans un hôpital d'Accra des suites d'une maladie dont on ignore encore pour l'heure la cause. C'est le président John Atamis que l'Afrique entière pleure en ce jour. Son portrait dans ce reportage. Depuis mardi 24 juillet 2012 au soir, l'Afrique est en deuil. Elle vient de perdre une grande pointure en la personne de John Evans Atta Mills, président de la République du Ghana. Né le 21 juillet 1944 à Tarkwa, M. Mills était titulaire d'un diplôme en droit de l'Université du Ghana et d'un doctorat en études orientales et africaines de la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Il fut enseignant de droit à l'Université Stanford, puis à l'Université du Ghana. En 1988, Mills a été nommé commissaire de l'administration fiscale. Membre du Congrès démocratique national, il est élu vice-président de la République, poste occupé du 7 janvier 1997 au 7 janvier 2001, aux côtés de Jerry Rawlings. Il a ensuite battu par 2 fois aux élections présidentielles par John Kufuor en 2000 et 2004, avant d'être finalement élu lors du scrutin du 28 décembre 2008. Il prend ses fonctions de président de la République le 7 janvier 2009 avec John Mahama comme vice-président. Marié à Ernestine Nadeau Mills et père d'un enfant, il meurt à l'âge de 68 ans dans un hôpital d'Accra, la capitale du pays. C'est là le portrait du défunt président John Atamis qui dirigeait le Ghana depuis 2009. Mort mardi à l'âge de 68 ans, son vice-président John Dramani Mahama lui a immédiatement succédé pour un intérim qui durera jusqu'à la présidentielle prévue en décembre prochain. Il a prêté serment et pris les commandes de l'État à la suite d'une session extraordinaire du Parlement. S'agissant des obsèques de Mills, aucune date officielle n'a été fixée. Et puis au Maroc, selon les experts marocains à l'étranger qui ont participé mardi à la 2e conférence économique à Casablanca, le Royaume dispose d'atouts qui lui permettraient d'encaisser les coûts de la crise économique mondiale. Le point avec 2e mandat. Les banques marocaines sont peu liées au réseau financier mondial. Elles ne détiennent pas de titres ni de bons américains. Leur présence en Occident est de collecter l'épargne des Marocains de l'étranger. Résultat, l'impact de la crise économique mondiale semble relatif. L'économie marocaine va poursuivre sa croissance. Le taux de croissance dépassera les 3% cette année, pour atteindre les 4,5% en 2013. Mieux encore, la crise actuelle devrait dessiner un nouvel équilibre mondial favorable au Royaume. Sa croissance reste forte, ses grandes villes se développent et ses projets industriels prennent forme. C'est là où il y a, je dirais, un petit miracle politique aussi. C'est qu'à partir de cette effervescence très forte, j'ai l'impression que le pouvoir politique a trouvé une réponse. Cela a commencé avec le référendum, puis des élections législatives qui ont été très spectaculaires, puis un gouvernement de coalition. Et on a l'impression aujourd'hui qu'une très grande partie du Maroc ne souhaite qu'une chose, c'est le succès. Assurance, finance, banque, 3 secteurs clés pour une économie solide face aux turbulences. Au regard des experts, c'est un modèle dans le domaine à l'échelle arabe et méditerranéenne. Voilà, c'était là la 2e conférence économique à Casablanca, au Maroc. Poursuivons cette édition par cet atelier de formation tenu par le Comité national d'éthique pour la recherche scientifique au Gabon. Suivant le reportage.
Professeurs, médecins et membres de la société civile, sans oublier les communicateurs, sont réunis en véritable échantillon représentatif de la société gabonaise. Ils forment ainsi le Comité national d'éthique, et ce comité a mis sur la table des sujets tels que l'environnement, la dignité humaine, tous enrobés dans l'éthique et la bioéthique qui implique, elle, l'éthique dans tous les domaines de la science. Le Comité national d'éthique pour la recherche du Gabon a pour mission notamment de veiller au respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, de sensibiliser la communauté scientifique sur les implications morales de la recherche scientifique, de veiller à la prise en compte de l'identité culturelle de la nation. Pour ces sujets, le Comité national d'éthique va se triturer les méninges pour ressortir des 5 jours de cette session de formation avec de bonnes connaissances liées aux principes moraux qui régissent chaque activité de la vie. Les acquis de cette formation sont très attendus par le gouvernement, mais aussi par les institutions internationales qui portent ensemble ce comité à bout de bras. Les comités nationaux de bioéthique peuvent fournir des orientations et des conseils aux décideurs politiques et au gouvernement, promouvoir des débats, des analyses et des politiques, soutenir l'enseignement de l'éthique et contribuer au développement des orientations et des institutions selon les besoins et les demandes. Les comités nationaux de bioéthique peuvent également assurer la cohérence entre le niveau national et local et les normes internationales. Le chef de l'État s'est engagé à mettre en place un modèle de développement qui respecte ces principes et qui sache tirer parti de ces richesses sans hypothéquer l'avenir. Le présent programme de formation vous ouvre une nouvelle opportunité de bénéficier du renforcement des capacités, ce qui aura pour implication de vous rendre encore plus apte à mieux appréhender les enjeux. Mais aussi les dossiers qui vous sont soumis de plus en plus régulièrement par différentes instances de la recherche, aussi bien nationales qu'internationales. Ainsi, vos avis et vos recommandations pourront jouir de l'autorité et de la force morale requises. Vos analyses doivent aussi valoir par le niveau, la qualité de l'expertise qui les fonde, justifiant par conséquent le renforcement soutenu de vos compétences. Ces compétences vont en effet être renforcées en voir les éminences grises venues de l'Autriche, du Canada, du Kenya et du Congo pour apporter une plus-value au Comité national d'éthique du Gabon. Voilà l'actualité dans cette édition. C'est aussi parler de cette maladie qui fait des ravages au centre du continent. Il s'agit de l'épilepsie. Cette maladie neurologique la plus répandue après la migraine. Au Mali, par exemple, 17 personnes sur 1000 souffrent de ce fléau. Le point avec Laurette et M. De l'épilepsie, la plupart des personnes ne connaissent que sa manifestation spectaculaire. Un patient qui s'agite, tombe, bave et perd connaissance pendant un bout de temps. Mais ce type de crise n'est que l'une des manifestations de l'épilepsie. Quand c'est la manifestation tonico-clonique classique que tout le monde connaît, les cricrimachins, où l'individu se met à convulser et à tomber, là c'est facilement reconnaissable. Mais les autres manifestations, nous le reconnaissons, ce n'est pas souvent très évident. Une crise peut se manifester partout. Quand c'est les régions visuelles du cerveau, les régions occipitales qui se manifestent, c'est quelqu'un qui, arrêté, va voir une manifestation visuelle. Des flashs lumineux, des spots lumineux qui vont durer pendant un bout de temps. Quand c'est les régions du cerveau qui s'occupent de l'odorat, la personne peut sentir brutalement une odeur, que ce soit désagréable plus ou moins ou non, mais qui a la particularité d'arriver de perturber l'activité que la personne est en train de faire, qui va avoir une durée déterminée. Quand c'est les régions gustatives, ça peut être une sensation de goût. Ce qui fait que l'on parle souvent de plusieurs types d'épilepsie. La maladie en tant que telle se manifeste par des décharges hypersynchrones de population neuronale au niveau du cerveau. Selon que ces décharges concerneront une partie ou l'ensemble du cerveau, on parlera de crise partielle ou généralisée. L'analyse des signes que présente le patient pendant la crise, l'interrogatoire et l'encéphalogramme permettront de savoir s'il s'agit d'une crise épileptique, si la maladie est grave ou bénigne. Ils permettent également de déterminer si elle est sensible au traitement ou pas. Les causes de l'épilepsie sont classables en 3 grands groupes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les causes idiopathiques, c'est-à-dire qui ont un substratum génétique, qui ne sont pas dus fondamentalement à des lésions du cerveau, qui ont plutôt des facteurs génétiques. Il peut y avoir des épilepsies dues à des causes acquises,
Dans notre contexte malien, il faut rapidement insister sur les conséquences périnatales, les accouchements des enfants nés dans des conditions difficiles, des séquelles de méningite, des séquelles même de paludisme. Ça, c'est des épilepsies dues à des causes acquises, des infections, comme je l'ai dit, les causes périnatales, d'autres pathologies infectieuses, le VIH, le sida. Et il y a un troisième groupe d'épilepsies qu'on appelle les épilepsies cryptogéniques, pour lesquelles, pour le moment, la science n'arrive pas à savoir. Les travaux continuent, on n'arrive pas à savoir l'étiologie réelle. La pathologie traîne avec elle un poids social lourd avec la stigmatisation des patients alors qu'elle n'est pas contagieuse. Donc à l'école, l'enfant épileptique est stigmatisé. Il est mis à côté. Ses camarades ont peur de lui. On pense qu'il peut contaminer par sa bave. On pense qu'il peut contaminer ses camarades par ses excréments. Et tout ça est extrêmement faux. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse et l'épileptique n'est pas dangereux. Au Mali, environ 17 personnes sur 1000 seraient épileptiques et la maladie est plus répandue en campagne qu'en ville en raison de l'incidence des maladies infectieuses et des complications liées à l'accouchement. Pour cette maladie qui n'est pas une fatalité, les statistiques au niveau mondial parlent de 12 à 13 cas d'épilepsie pour 1000 habitants. L'épilepsie, c'est guéri. Dans un pourcentage extrêmement élevé, on dépasse largement les 80%. L'épilepsie est une maladie curable. C'est vraiment un modèle de pathologie qui exige une collaboration. Une collaboration entre enseignants, entre les autorités sanitaires et même entre nos camarades, nos collègues tradithérapeutes. Le traitement, il est médicamenteux. Il est médicamenteux. Nous avons ce qu'on appelle les 4 grands médicaments. Les classiques, c'est que nous appelons dans notre jargon de neurologue. Et tous ces 4 médicaments sont disponibles au Mali. Tous ces 4 médicaments sont disponibles au Mali. Il y a déjà quelques molécules sur la liste des médicaments essentiels de notre pays. Parmi les maladies neurologiques, l'épilepsie est la plus fréquente après la migraine. Bien qu'elle puisse survenir à tout âge, l'épilepsie se manifeste habituellement durant l'enfance ou l'adolescence ou encore après l'âge de 65 ans. Chez cette dernière catégorie, le risque est accentué par l'augmentation des cas de troubles cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. En Algérie, l'opération Solidarité Ramadan suit son cours. Près d'1 300 000 Algériens bénéficieront des kits alimentaires selon le ministère de la Solidarité et de la Famille. Plus de la moitié a déjà été distribuée suivant le reportage. Comme pour chaque Ramadan, le ministère de la Solidarité nationale remet le couvert. Ainsi, 1 300 000 personnes bénéficieront de la distribution de colis alimentaires, des kits contenant des denrées de première nécessité dont la valeur varie entre 3 500 et 8 000 dinars. Une opération qui a vu la distribution de la moitié des colis et qui se poursuit à travers les 48 wilayas au profit des bénéficiaires dont les critères ont été soigneusement définis. L'autre volet de l'opération Solidarité Ramadan, les restaurants Al-Iftar, destinés à la distribution des repas chauds. J'insiste sur le fait que notre secteur rejette désormais d'une manière officielle la dénomination de restaurant Al-Rahma. Et ce choix n'est pas fortuit. Ce changement a une signification et une justification car le mot Al-Rahma évoque la pitié. C'est pour cela que nous lui préférons restaurant Al-Iftar. C'est un terme abstrait dans le sens où ces restaurants sont ouverts aux gens indépendamment de leur rang social, nécessiteux ou pas, résidents ou de passage. Toutes ces considérations ne nous intéressent pas. Ainsi, 645 restaurants Al-Iftar ont été ouverts à ce jour dans 48 wilayas, notamment par des communes, des bienfaiteurs et des associations. Un cahier des charges comportant les conditions et les normes à respecter pour l'ouverture de ces restaurants en matière d'hygiène, des locaux à utiliser et des repas offerts a été établi. Enfin, une enveloppe globale de plus de 5 milliards de dinars a été allouée à l'opération Solidarité Ramadan 2012, dont près de 162 millions de dinars constituent l'apport financier du ministère de la Solidarité nationale. Par contre, en Guinée-Conakry, les mesures prises par le gouvernement pour alléger le panier de la ménagère pendant cette période de Ramadan ne sont pas strictement respectées dans les marchés. Plus de détails avec la RTJ.
Ici, au marché de Bonfi, dans la commune de Matam, les denrées sont étalées à même le sol. Les clients s'y précipitent, parmi ces denrées, le riz. Le prix du sac de 50 kg est fixé à 200 000 francs guinéens l'unité. Sur place, ici, ce prix est loin d'être respecté. Qualité nara, ndinabe barbare darinara, natan ara sac 280 000. Bon, à détail 1 kg 6 000. Bon, ndefanabe gitan siao nara. Donc siao vietnamien, netan ara sac monamati mané 220 000. Bon, détail par kilo 5 000 francs. Bon, il y a certains ndefanabe gifan vietnamien nara akilne alpha rice mais gitan monakil mané Caroline mira saramane 6 000 par kilo. Sac 285 000, 90 000 comme ça. Le sucre et l'huile sont aussi vendus au prix d'avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire 240 000 francs guinéens pour un bidon de 20 litres et 330 à 350 000 francs guinéens pour le sac de sucre raffiné. Toujours dans ce marché, le poisson de la pêche industrielle est chèrement vendu par rapport au prix fixé récemment. Qu'est-ce carton mouna ça ramène 300 000 Kenyans. Ah, mouton ça ramène 18 000, la ramène 15 000 filles, 10 000, 12 000. Donc na carton lamma à peu près. Carton, gros, barman t'en a mati follow gourne. Nto gamati di gros, na 30 000 sur ta fari. Bolagi carton Kenyan, na ça ramène tout 410 000 francs. Donc on débarque ça. Si à la belle vue, on vend le kilo de viande à 27 500 francs guinéens, à Taouya, on rajoute 500 francs guinéens pour vendre à 28 000. Ça, c'est le problème de monnaie. Parfois, il y a certains qui viennent, ils veulent un demi, mais il n'y a pas 250 monnaies. Donc, ils donnent 14 000. Mais quand il y a ces deux demi, c'est-à-dire dans les deux lieux différents, ça te coûte 28 000. Mais si tu achètes le kilo, ça fait 27 500. Et sur le kilo, ça va 4 demi. Kilo. Est-ce que ça va 28 000. Est-ce que ça va 28 000 ah. Mais ma radio non, ça va 27 500. Non, mais moutinga matira, en tout cas, ça va 28 000. Est-ce que tu as eu des billets? Ah, nous t'en parlons de billets, il est ça, il y a ça, il est né quand il y a 30 000. Le poulet est aussi vendu à 30 000 francs guinéens par unité. Ce prix est aussi au centre de la spéculation. Le prix des cartons. Le promoteur est dit, les cartons, les poulets entiers, 175 000, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit les cartons qui c'est 170 000, c'est pas vrai. Toujours c'est le même prix. C'est 200 000 et 250. Jusqu'à présent, les kisses, on vend, sont nous ici à 200 000. Il n'est même pas diminué, rien, jusqu'à présent. Le carton, on le vend à 200 000, dernier prix. En première position, on dit 220 000, 210 000. À discuter, le dernier prix, on le vend à 200 000. Le marché est cher quand même. Vous imaginez un poulet à 30 000 francs. C'est très cher. Aujourd'hui, je payais le poulet à 23 000, 24 000 francs. Bon, aujourd'hui, on me dit à 30 000 francs. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai cherché à discuter. J'ai dit c'est le mois de Ramadan, le mois de pénitence aussi. J'ai cherché à faire des rabais pour les clients. Il faut signaler que sur le terrain, aucun contrôle du prix n'est en vigueur. On laisse libre cours aux spéculateurs. En Côte d'Ivoire, 2 faussaires spécialisés dans la fabrication des faux billets ont été arrêtés ce mardi par les forces républicaines basées au camp commando d'Abobo, alors qu'ils s'apprêtaient à écouler la somme de 400 millions de faux billets sur le marché Le Point avec la RTI. Bansé Youssouf et Maïga Mohamed, 2 faussaires spécialisés dans la fabrication de faux billets de banque mis aux arrêts par le commandant Koné Gaoussou. Ces 2 faussaires ont été interpellés le dimanche dernier aux environs de 16 h, non loin du grand rond-point de Samaké dans la commune d'Abobo. Ils s'apprêtaient à écouler la somme de 400 millions de francs CFA de faux billets sur le marché. Ces faux billets estampillés HCR sont des coupures de 5 000 francs CFA soigneusement disposées dans une caisse.
Il a également été découvert chez les faussaires de faux documents du Haut Commissariat aux réfugiés et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, sur lesquels il est écrit mention originale, duplicata interdit pour tenter de donner du crédit à leur agent. Selon les informations recueillies auprès du commandant Konegaoussou, ces 2 faussaires appréhendés étaient basés dans un hôtel de la commune d'Aboubou. Ils cherchaient d'éventuels clients pour leurs marchandises. Bansé Youssouf et Maïga Mohamed ont été mis à la disposition de la gendarmerie pour nécessité d'enquête. Nous l'avons annoncé en titre, tout semble fin prêt pour les Jeux Olympiques de Londres 2012 qui débutent d'ailleurs demain jeudi. Excepté le Soudan du Sud, 53 pays africains représenteront le continent à ce grand rendez-vous sportif, suivant le reportage. À 3 jours du lancement des Jeux Olympiques de Londres 2012, il semblerait que la capitale anglaise soit fin prête pour la plus grande manifestation sportive au monde. La flamme olympique ainsi que les mascottes sont déjà de sortie à Londres et les athlètes qui nous font rêver peaufinent leur préparation à quelques jours du coup d'envoi. Les Américains à Birmingham, les Australiens à Manchester, les Britanniques à Loughborough, les sportifs essaient quand même de garder la tête froide. Pour le moment, c'est nous les favoris. Et c'est difficile de dire si nous ne ferons pas mieux que le bronze. Mais vous savez, l'idéal, c'est d'y aller et de faire mieux qu'on peut. Et espérer que ce sera mieux que les autres. Je me concentre vraiment sur mes performances. Je ne m'inquiète pas trop des attentes, de toute la pression autour de moi. Autre élément important de ces Jeux, la sécurité. Les organisateurs ont rencontré quelques difficultés. La société privée en charge d'une partie de la sécurité n'a pas réussi à déployer les 10 400 gardes prévus dans son contrat et l'État anglais a dû mobiliser en catastrophe 3 500 soldats supplémentaires. Au final, 40 000 hommes et les équipements les plus sophistiqués sont mobilisés pour les Jeux qui devraient attirer 2 millions de visiteurs à Londres. En ce qui concerne le transport, des voies spéciales seront ouvertes en milieu de semaine dans les rues de Londres pour que puissent circuler les dizaines de milliers de participants aux Jeux. Mais il faudra faire preuve de patience dans cette ville en raison des embouteillages et des distances très longues. Le moyen le plus sûr pour arriver jusqu'au site olympique reste le bateau, mais pour l'emprunter, il vous faudra débourser 39 livres sterling. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi et surtout, votre fidélité nous honore.